Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez merveilleusement bien, comme d'habitude. Moi, je viens de passer à peu près 8h30 à essayer d'installer une ring light parce qu'il fait hyper sombre aujourd'hui, et à essayer de l'installer de façon à ce qu'on ne voit pas ce gros cercle de lumière dans mes lunettes, et c'est un échec. Donc c'est le mieux qu'on aura pour aujourd'hui, et ce sera très bien comme ça. J'espère que tout va bien. Moi, ça va bien en fait. Mais j'avais envie de vous raconter un petit truc qui m'est arrivé hier, et qui m'a fait penser à plein de choses, qui m'a appris aussi quelque chose d'important, ou qui m'a rappelé plutôt quelque chose d'important, et qui, je pense, vous sera hyper utile également. En fait, j'avais pas le moral. Hier après-midi, j'avais pas le moral pour rien de particulier, pour plein de petites choses. Mon chat qui a des soucis de santé, etc. Et plein de petites choses comme ça qui me pesaient sur le moral, qui me faisaient peur également. Et donc j'avais mon anxiété qui était un peu là, qui était même très là. Et j'essayais de travailler, et puis je me rendais compte que ça servait un petit peu à rien. Parce que en plus j'essayais de faire du marketing, et j'étais pas du tout dans un mood hyper créatif, puisque j'étais habitée un peu par la peur et des pensées vraiment pas particulièrement utiles. Et tout ce que j'avais envie de faire, honnêtement, c'était juste de me poser dans le canapé avec mon téléphone, et puis de scroller, de jouer, de faire des choses qui j'en étais consciente, m'auraient pas été hyper utiles, en fait, m'auraient pas permis d'aller mieux. Et j'ai décidé de prendre un moment pour juste, ok, j'arrête de bosser, déjà clairement, parce que ça, j'arrive à rien. Mais avant d'aller me mettre dans le canapé, je vais réfléchir 2 secondes à, ok, qu'est-ce qui serait quelque chose qui serait vraiment compassionnel envers moi, là, tout de suite. Et la compassion envers soi, c'est pas justement l'indulgence, c'est pas forcément faire ce qu'on a envie de faire. C'est faire quelque chose qui va nous faire du bien, quelque chose que notre futur nous, pour lequel il aura de la gratitude, de la reconnaissance. Parce qu'on a fait quelque chose pour cette personne qui est nous-mêmes du futur, du futur proche ou du futur plus lointain, on s'en fiche, mais quelque chose qui lui rend service, qui rend service à ce moi du futur. Et dans mon cas, je savais que ce que j'avais envie de faire, c'était de me poser sur le canapé et de me morfondre et de me dire rien ne va. Mais ce qui était plus utile et plus constructif et plus compassionnel envers moi, c'était de bouger, parce que je sais que le mouvement me fait me sentir mieux tout le temps, en fait, ou en tout cas la plupart du temps. Je sentais que si je bougeais un peu, si je me secouais, je sortirais de cet état vraiment dans ma tête et j'entrerais à nouveau dans mon corps, et ça ne pourrait me faire que du bien. Et même si je commençais à bouger et que je me rendais compte que finalement, en fait, c'était pas ça que j'avais envie de faire, j'aurais au moins essayé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à faire une séance de yoga assez tonique, même très tonique. J'en ai des courbatures aujourd'hui. Et plein d'exercices qui m'ont fait transpirer, qui m'ont fait bouger, qui m'ont vraiment aidé à me sortir de ma tête. Et au final, à la fin de cette demi-heure, je me suis pris 20 minutes bien toniques et puis 10 minutes pour décompresser. J'étais une personne complètement différente. Ouais. Et ça m'a du coup rappelé donc cette compassion qu'on peut avoir envers nous-mêmes. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais c'est ce qui est bon pour nous, pour la personne du futur. Ça m'a également rappelé que l'exercice, le fait de bouger, le fait de rentrer dans son corps et sortir de sa tête, c'est quelque chose d'incroyablement puissant. En fait, vraiment, notre humeur peut changer du tout au tout avec simplement un peu de mouvement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal un peu à croire moi-même, même en ayant été prof de yoga depuis bientôt 9 ans. J'ai toujours ça m'étonne toujours à quel point c'est vrai, à quel point c'est puissant, en fait, de simplement un peu de mouvement. Et même vraiment pas longtemps, quoi. C'est assez rapidement pendant ma séance, je me suis dit, je me sens déjà super mieux. Je suis allée jusqu'au bout, au bout des 30 minutes. Mais si j'avais arrêté à 10 ou 15, je sais que ça m'aurait déjà été hyper utile.
Et la dernière chose qui est hyper importante et que j'ai envie de développer un peu, c'est cette histoire que notre système nerveux, notre corps ne comprend pas le français, en fait. Il comprend les sensations. Donc, si vous avez déjà essayé de vous raisonner quand vous vous sentez triste ou anxieux, un peu comme je l'étais hier, vous savez que c'est peine perdue. En fait, j'étais triste, j'étais anxieuse, j'avais pas le moral, et j'essayais de me dire, ah, mais ça va pas si mal, ça va bien, il y a pas de raison d'être aussi abattu. Et parfois, on sait que oui, ça pourrait être pire, oui, ça va aller, oui, c'est pas si grave, oui, ton chat est malade, mais il a un traitement, bref. Pour autant, on peut pas arrêter de se sentir comme on se sent. On ne peut pas se raisonner, on peut pas se sortir de l'émotion par le raisonnement, parfois. Notre système nerveux, il comprend pas les mots, il comprend pas les raisonnements, et on peut pas arrêter de penser ce qu'on pense parce qu'on le décide. On ne peut pas arrêter de paniquer parce qu'on nous a exposé un super argument par A plus B, comme quoi la situation n'est pas si dramatique que ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est de parler au système nerveux dans sa langue, les sensations. Au lieu de se répéter en boucle, calme-toi, panique pas, on peut essayer, par exemple, de faire cette séance de sport comme je l'ai faite hier, où j'ai bougé les choses, j'ai bougé mon corps, je me suis occupée des sensations de mon corps au lieu de m'occuper de mes pensées. En fait, j'ai pas essayé de contrôler mes pensées parce que je savais que c'était peine perdue. Je me suis dit, ok, quel impact est-ce que je peux avoir sur mon système nerveux, sur mon état d'esprit, sur comment je me sens, sans essayer de raisonner, sans essayer d'utiliser cette partie-là de mon cerveau, mon cortex préfrontal, le raisonnement, la logique, etc. Mais plus, ok, quel impact je peux avoir au niveau sensoriel, au niveau tactile, au niveau hormonal, au niveau de circulation et au niveau nerveux, vraiment purement nerveux. Le système autonome, donc la respiration, la respiration en l'occurrence, et les rythmes cardiaques, tout ça, on peut influer par le mouvement, par exemple, mais aussi ça pourrait être si c'est pas nécessairement le mouvement, ça peut être aussi de ranger son téléphone dans un tiroir pendant quelques heures pour ne plus avoir ce déluge constant de notifications, de demandes du monde entier, et apaiser un peu notre système nerveux. On peut aussi essayer de se mettre sous une couverture lestée, par exemple, pour avoir cette pression sur son corps et se sentir en sécurité. On peut se mettre dans un bain chaud pour avoir aussi cet impact sur le système nerveux qui nous fait nous calmer, avec une lumière tamisée pour ne plus avoir l'agression de la lumière forte. Donc pour atténuer un peu en fait l'agressivité de notre environnement quand on est dans cet état de surstimulation, on peut jouer sur l'aspect sensoriel. Et puis bien sûr, le yoga. Le mouvement, c'est formidable pour parler directement à notre système nerveux dans sa langue, puisqu'on peut lui indiquer que tout va bien en utilisant la respiration, la pleine conscience, qui sont de magnifiques portes d'accès à ce système nerveux autonome dont je vous parlais. Donc les systèmes nerveux autonomes, juste un aparté vite fait, c'est tout ce qui fonctionne sans qu'on ait à y penser, en fait. Donc c'est la respiration, c'est les battements cardiaques, c'est la digestion, toutes ces choses-là, c'est notre système nerveux autonome. Et quand on est dans un état de surstimulation, la respiration va s'accélérer, le rythme cardiaque va s'accélérer, donc il y a plein de choses qui se passent. Et on ne peut pas contrôler consciemment son rythme cardiaque, mais on peut contrôler consciemment sa respiration. C'est cette seule chose dans notre corps vraiment magnifique qui fonctionne à la fois toute seule, on n'a pas à réfléchir au fait qu'on respire, et en même temps on peut aussi le contrôler. Et donc ça nous donne cet accès à tout le reste du système autonome, c'est-à-dire que si on arrive à ralentir la respiration, à la contrôler et à indiquer à notre cerveau que puisqu'on est en train de respirer calmement, ça veut dire que on est en sécurité,
Et ça va lui permettre d'envoyer tous ces signaux au rythme cardiaque également, de se ralentir, à la digestion également de ralentir, etc. Donc, et tout le système nerveux peut s'apaiser. Donc c'est une feedback loop, en fait, une boucle, pardon, de rétroaction qui fait que notre système nerveux nous fait respirer calmement quand il se sent en sécurité. Et quand on respire calmement, notre système nerveux se sent en sécurité. Donc voilà. Donc le yoga pour ça est incroyable parce que ça, pareil, ça nous remet dans notre corps, ça nous sort de notre tête. Et en même temps, il y a ce dialogue qui se crée avec le système nerveux, la respiration, la pleine conscience qui nous permet de faire redescendre un peu la pression. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça. Aussi bien l'aspect compassion envers soi-même, c'est pas forcément faire ce qu'on veut, mais c'est faire ce qui est bon pour nous. Donc parfois, je trouve qu'il y a on a du mal à avoir de la compassion avec soi-même parce qu'on pense que c'est de l'indulgence et que c'est un peu trop s'écouter, alors que on a d'autres, voilà, enfin, il vaut mieux pas trop s'écouter, moralement parlant, je ne sais pas. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. La compassion envers soi-même, c'est pas de l'indulgence, c'est faire ce qui est bon pour nous, en fait. Quoi que ça veuille dire. Et parfois, c'est faire du sport quand on n'en a pas envie. Par exemple. Et ça nous amène à la première question. La question du jour. La première question du jour. On parle souvent de motivation, mais ne devrait-on pas plutôt parler de discipline? Quelle bonne question, quelle excellente question. Et la réponse est non. C'est rare que je donne une réponse absolue comme ça, mais ça c'est vraiment quelque chose. Bon, encore une fois, ça n'engage que moi, bien sûr. Sinon, on serait pas dans ce podcast où c'est moi qui parle. Tout ce que je raconte ici n'engage que moi, mais quand même, je pense pas. En fait, je pense même que c'est l'inverse et qu'on ne devrait pas parler de discipline, mais de motivation. Pourquoi? Parce que les gens disciplinés sont motivés, en fait. Tout vient de la motivation. Il n'y a pas des gens disciplinés d'un côté et d'autres fondamentalement indisciplinés, paresseux, manquant de volonté de l'autre. Je pense pas du tout que ça fonctionne comme ça. C'est juste que les gens disciplinés ont trouvé leur motivation. Ils ont un objectif et ils font ce qu'il faut pour l'accomplir. Voilà, point. Mais ils ont un objectif, ils ont une motivation dans le fond. C'est pas je veux dire, la motivation, on se dit ah ouais, j'ai pas la motivation, j'ai pas la discipline, enfin pardon, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées avant de déballer. Les gens qui sont assez disciplinés pour aller tous les jours à la salle, par exemple à la salle de sport, ou faire du yoga tous les jours, même quand ils en ont pas envie, c'est parce qu'ils ont une motivation qui les pousse à y aller, même quand ils en ont pas envie. Et c'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de trouver derrière vraiment la motivation qui nous pousse à continuer à faire du sport et à y aller, et etc. Même quand on n'en a pas envie. Mais ça reste de la motivation, c'est juste qu'il faut la trouver, il faut trouver ce qui nous motive intrinsèquement. Et oui, intrinsèquement, c'est ça, exactement. Donc, quand on manque de discipline pour faire quelque chose, par exemple du sport, on manque simplement de motivation. Ou en tout cas, on est davantage motivé à ne pas faire de sport. Le fait de ne pas faire de sport, c'est plus attirant que le fait de faire du sport pour plein de raisons différentes. Donc le tout est de comprendre ce qui nous motive et ce qui empiète sur cette motivation. J'aime pas du tout ce concept en fait de manque de discipline, de manque de volonté, de paresse, parce que ça ne nous sert pas en fait. Ça sert simplement à entretenir un discours négatif envers soi-même et ça ne nous aide pas à avancer. On se dit oh je suis pas disciplinée, je suis nulle, il y a d'autres qui arrivent sans effort, ou il y en a d'autres qui arrivent à se motiver à aller à la salle tous les jours, à la salle de sport. Et moi, par contre, je manque de volonté, je suis paresseux, je m'en veux, et ça fait grossir un sentiment de culpabilité.
Et ça devient même une prophétie autoréalisatrice parce qu'on se complaît dans cette idée que nous, on n'est pas comme ça, nous, on n'est pas motivés, nous, on est paresseux, nous, on est si, on est ça, on n'est pas assez si, on est trop ça. Alors que si on retourne le truc et qu'on se dit, ok, je suis pas motivée à faire du sport. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise cardio? Alors c'est hyper inconfortable dès que je fais un peu d'effort et je me sens nulle. Ok, mais sans faire de sport, on peut pas améliorer sa cardio. Alors on va essayer de trouver un sport dans lequel on peut flirter avec l'inconfort, on peut progresser doucement. Et je vais contacter Clem parce qu'elle sait me challenger sans me pousser trop loin. Et elle saura trouver exactement la bonne dose de challenge à me donner pour que je puisse doucement, par exemple, améliorer ma cardio et que ce soit plus confortable et que je me sente plus à l'aise pour faire du sport. Et que du coup, ma motivation intrinsèque, elle va grossir et je vais de plus en plus faire du mouvement, de l'activité, par exemple. Ou bien une autre raison pour laquelle on n'est pas motivé à faire du sport, c'est que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps d'aller jusqu'à la salle de sport, de se changer, d'aller sur les machines, nanana. Et puis ensuite, il faut se changer, il faut prendre sa douche, il faut rentrer. Et on rentre à la maison, ça fait 1h30 qu'on est parti, on a encore de la lessive à faire, nanana. C'est pénible. Ok, alors on va trouver un sport qui prend moins de temps. Un sport qu'on peut faire à la maison, par exemple. Je vais contacter Clem pour qu'elle me fasse des vidéos et des routines adaptées à mon planning. J'ai 30 minutes le samedi pour faire du sport. Paf, je déroule mon tapis, je lance ma petite vidéo de Clem, je fais mon sport et c'est bon, c'est fini. J'enroule mon tapis et je continue à faire ma vie. Par exemple. Donc, l'idée derrière ça, c'est de trouver ce qui nous motive, ce qui ne nous motive pas. Et au lieu de se dire, c'est une question de discipline, il faut forcer, et ça marche pas parce que si on n'a pas envie de faire quelque chose, si on compte juste sur la volonté, on va se ruer sur n'importe quelle excuse pour ne pas le faire. Alors que si on trouve quelque chose qui nous motive intrinsèquement, qui nous donne envie de dérouler notre tapis, qui nous donne envie de bouger notre corps, voilà, et ben petit à petit, ça devient beaucoup plus naturel et on n'a même pas besoin de cette discipline, en fait, puisqu'on est motivé. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. Question suivante. Comment ne pas paniquer quand tu sors d'une période d'imprévu et de maladie accumulée et qu'il faut rattraper genre 3 semaines de retard au travail? Comment ne pas faire passer tout le reste à la trappe et retrouver une routine sereine alors qu'on se sent en retard sur tout? Alors, on enclenche le busy mode. J'en ai parlé cette semaine sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai exactement fait d'ailleurs la semaine dernière et la semaine d'avant. Parce qu'effectivement j'ai été malade et ensuite j'ai dû faire un travail, j'en étais ravie, hein, de relecture de textes de jeux vidéo pendant 2 semaines. Donc j'avais ça en plus de mon boulot et voilà, j'étais malade, puis j'avais 2 boulots à temps plein et j'avais le temps de rien et la force de rien. Du coup, j'ai enclenché le busy mode. Le busy mode, c'est quoi? C'est 2-3 habitudes de self-care sur lesquelles on est intransigeant. Et c'est tout. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai choisi que je me suis dit, ok, je vais avoir le temps de rien pendant ces 2 prochaines semaines parce que j'ai ces deux boulots à gérer, que je me remets de ma maladie où j'avais accumulé un peu de retard, etc. Donc je vais avoir besoin de travailler énormément ces 2 prochaines semaines. J'aurai pas le temps pour mes routines habituelles. Qu'est-ce que je fais pour que le self-care, pour que ne passe pas complètement à la trappe? Je vais me focaliser sur 2 choses et je vais être intransigeante sur ces 2 choses. Ces 2 ou 3 choses, pour moi, c'était le matin, je commence ma journée avec mon yoga, avec mon mouvement, parce que je sais que j'en ai besoin, que ça va me délier le corps, je vais me sentir beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête pour le reste de la journée. Tous les matins, je fais mon yoga. Et la deuxième chose, c'était mon sommeil. Je vais avoir 8 heures de sommeil tous les soirs. Je vais me coucher tôt quoi qu'il arrive pour que
le matin quand je me réveille, j'ai pas accumulé du sommeil en retard, je me sens bien, je me sens reposée, je fais mon yoga, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête, pouf, ok, je peux me concentrer sur le reste toute la journée, j'aurai mon travail, mes deux boulots à gérer, et je vais réussir à tenir comme ça. Pourquoi c'est hyper important? Parce que effectivement, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on a un planning hyper chargé, la première chose qui passe à la trappe, c'est le self-care. C'est le self-care, c'est direct, on fait plus de sport, on mange de la merde, on dort plus. Direct, ça passe à la trappe. Alors que c'est ça qui nous fait tenir, en fait. C'est le fait de prendre un minimum soin de soi, le fait, de prendre un minimum soin de soi, c'est ça qui nous permet de pas être en burn-out total après quelques semaines de rush, après quelques temps de rush comme ça. Donc c'est vraiment pas productif de laisser tomber complètement le self-care. Maintenant, on peut pas non plus tout faire. Et c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'on fait plus rien. Donc on choisit 2-3 choses qui sont réalistes. C'est hyper important, c'est de pas se dire je vais pas passer 1 heure à la salle de sport justement tous les jours, ou je vais pas faire des séances de yoga d'1 heure. Ça n'aurait pas de sens parce que c'est déjà pas quelque chose que je fais en temps normal, mais alors là du coup c'est encore moins. Donc on choisit quelque chose de réaliste. Pour moi c'était entre 15 et 30 minutes de yoga le matin par exemple. J'aurais pas choisi des séances plus longues, et j'aurais pas non plus choisi par exemple de me cuisiner un plat fait maison tous les jours, voilà, parce que c'est pas quelque chose de réaliste pour moi. On choisit donc deux routines réalistes, et on est intransigeant dessus en fait, et on perd même pas d'énergie à négocier avec soi-même, à se dire oh bon, pour aujourd'hui tant pis. Non, on est intransigeant, on suit le plan, et ça permet de garder aussi de l'énergie mentale pour le reste, pour ce qui est important, ce qu'il faut gérer pendant cette période de rush. Le résultat, ça a été que j'ai suivi mon plan, j'ai fait mon yoga tous les matins, je suis allée me coucher tôt tous les soirs, alors même que j'avais encore du boulot et tout à faire, et que j'aurais pu pousser un peu plus, et j'aurais pu terminer 1 heure plus tard, et ça m'aurait fait avancer dans mon boulot peut-être un petit peu plus vite. Mais j'ai préféré aller me coucher tôt, avoir mes 8 heures de sommeil, et du coup, le lendemain, j'étais fraîche et j'étais beaucoup plus productive dans mon travail. Je suis sortie du coup de ces 2 semaines de rush, soulagée que le rush soit terminé. J'ai terminé ma relecture, je peux me reconcentrer juste sur Yoga with Clem maintenant. J'étais soulagée bien sûr, mais j'étais pas complètement HS. Je me suis pas sentie complètement au bout du rouleau. J'ai pas eu l'impression de m'être complètement oubliée pendant 2 semaines, pas du tout. J'ai fait mon yoga tous les matins, j'ai eu mes 8 heures de sommeil, et ce qui fait que j'étais reposée, et mon corps était pas complètement dans les choux non plus. Mon niveau de stress était pas trop haut non plus, il était gérable. Donc voilà, pour moi le busy mode, c'est vraiment la méthode que j'utilise, et qui me sert énormément, qui me sert énormément. Ouais. Comme dit, j'ai choisi ces 2 habitudes-là parce qu'elles ont du sens pour moi. Pour vous, ça peut être complètement différent. Ça peut être d'autres choses qui vous nourrissent vraiment. Ça peut être tous les soirs, je passe 30 minutes avec mon partenaire, on discute, on a vraiment du temps de qualité ensemble. Ça peut être je vais sortir mon chien 3 fois par jour. Ça peut pour aller marcher, pour me vider la tête. Ça peut être, je sais pas, ça peut être je fais du tricot, ça peut être je me cuisine quelque chose qui est pas en rapport avec le travail, quelque chose de vraiment self-care. Je peux prendre un bain, je m'en fiche. Ça peut être n'importe quoi qui vraiment est réaliste pour vous, qui vous donne aussi le plus d'énergie par rapport pour le reste de la journée, pour le reste du rush. Je dirais quand même que le sommeil devrait être une de ces habitudes autant que possible, mais je sais que la relation au sommeil est quelque chose de compliqué pour beaucoup de gens, donc je vais pas trop pousser là-dessus. Néanmoins,
Euh, Quand on est bien reposé, tout le reste va mieux, quoi. Et on est beaucoup plus productif au travail, on est beaucoup plus, voilà, on est beaucoup plus régulé émotionnellement. Le sommeil, c'est fondamental. Donc, je mettrais quand même le sommeil dans une de ces 2, 3 habitudes. Privilégiez ça. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous adaptez ça comme ça a du sens pour vous. Pour le travail lui-même, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower. Donc c'est cette division de nos tâches en urgent, important, urgent par important, pas important, urgent et pas urgent par important. Donc ça marche bien quand on a une montagne de travail, justement, plein de tâches différentes et que c'est tellement une montagne de travail que c'est très intimidant et on se sent toute petite devant et on est paralysé, on n'arrive pas à savoir par quoi commencer. Donc on fait la liste des tâches, on privilégie le urgent et important et puis tranquillement on va grignoter dans cette montagne une petite tâche à la fois et on va retrouver son rythme progressivement. Donc, on s'oublie pas. On enclenche le busy mode au niveau self-care. On fait l'urgent important d'abord. Et puis, on se rappelle aussi de ce qui est vraiment important dans notre vie. Et c'est pas nécessairement nécessaire de se rendre malade pour le travail. Voilà. C'est ce que je pense, en tout cas. Je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces super questions, comme d'habitude. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez d'ailleurs mon petit planificateur de self-care, vous pouvez aller voir dans les notes de l'émission. C'est gratuit, vous pouvez le recevoir complètement gratuitement. C'est un super moyen de suivre un petit peu vos habitudes au quotidien. Et justement, si vous êtes en busy mode, vous allez pouvoir choisir 2, 3 habitudes comme ça que vous voulez suivre, que vous voulez vous engager à faire un peu tous les jours ou bien plusieurs fois par semaine. Et vous pouvez cocher, vous avez un petit shot de dopamine. J'ai mis aussi des ressources bonus, des petites vidéos de mouvements de yoga, de respiration, de méditation. J'ai mis des prompts de journaling. J'ai infusé en fait mon planificateur avec toutes les méthodes que j'aime bien utiliser avec mes clients. Et voilà, et même un petit moment de réflexion à la fin de la semaine pour voir si ça a bien marché ou pas. Donc allez voir, ça va vous aider à mettre un petit peu de fun et à simplifier aussi un peu les routines self-care. Vous pouvez le télécharger dans les notes de l'épisode. J'ai mis le lien là-bas et puis je pense que c'est tout. Donc si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous pouvez m'envoyer ça en commentaire ou bien via Instagram ou via mon email. Tout est dans les notes. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt.